Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés? Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organija, ça vous dit quelque chose? Ce sont mes 3 premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces 3 formations, courtes et concrètes, sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 € pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funinmuseum.com/boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour, aloha, je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode 30 et nouveau podcast invité en mode cahier de vacances et summer vibe. Premier épisode de cette série de l'été. Aujourd'hui, j'accueille Jennifer Février, Jane sur les réseaux alias Weird Family. Jane est historienne de l'art et médiatrice culturelle. Elle s'est spécialisée dans la création de dispositifs de médiation vers les publics famille et jeunesse et notamment les tout petits. Elle est présidente de crèche parentale durant 1 an, membre de l'association Montmartre depuis 2014. Elle intervient aussi bien auprès des professionnels de la culture pour améliorer l'accueil de ces publics qu'auprès des familles afin de leur donner envie et confiance d'aller au musée et de découvrir l'art. Que ce soit lors de conférences au musée, en médiathèque, lors de matinées de parentalité ou sur les réseaux, les articles de blog ou sur les sites parentaux, elle cherche à allier art et parentalité et à partager ces 2 mondes qui se sont retrouvés dans sa vie personnelle. Maman de 3 enfants, elle connaît la réalité et les difficultés d'être parent et je ne vais pas la contredire. Médiatrice culturelle, elle partage les outils nécessaires à cette rencontre, jouissant d'une place de pivot entre parentalité et la culture. Avec Jane, nous avons parlé de bébés au musée. Souvenez-vous, j'avais lancé un appel international dans l'épisode 15 sur les WC pour les tables allongées dans les équipements touristiques, muséaux, etc. Et avec Jane, on va vous donner des conseils pour accueillir davantage les tout petits dans les musées et aussi, si vous êtes parent, à sauter le pas pour venir avec vos petits visiteurs en herbe au musée et dans les autres sites patrimoniaux. Au menu donc, définition de ce que sont les bébés au musée et de qui on parle quand on parle de tout petits au musée ou dans les établissements culturels. On va aussi vous donner des tips pour mieux accueillir les familles et comment mieux gérer leur accueil si vous êtes responsable d'équipement. Et on va vous donner avec Jane des exemples très inspirants en France mais aussi à l'étranger pour vous donner des idées de sortie, notamment cet été pendant les vacances. Je vous laisse découvrir notre conversation passionnante sur un sujet tout autant passionnant et important qui me tient extrêmement à cœur en tant que jeune maman muséovore, les bébés au musée. Avec Jane, je vous propose également votre premier défi cahier de vacances dans ces épisodes Summer Vibes. Dans les expos et les musées et autres équipements, châteaux et compagnie que vous allez visiter cet été, je vous propose de repérer les forces et les faiblesses pour l'accueil des bébés dans ces structures. Est-ce qu'il y a une table allongée? Est-ce que l'accueil est optimal pour ces petits visiteurs? Est-ce qu'il y a des animations qui leur sont proposées? Je vous propose de faire une petite étude de marché dans les sites que vous visitez
commenter et de nous partager sur les réseaux sociaux pendant cette première semaine du mois de juillet tous vos exemples inspirants en nous taguant @fun-in-museum ou @weirdfamily. Merci pour vos partages. Et c'est parti pour l'épisode Cahier de vacances numéro 1. Bonjour Jennifer, Jen, comme on te surnomme, je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient tellement à cœur, toutes les deux, les bébés au musée, qui fait écho à l'appel international que j'avais lancé dans l'épisode 15, comment pimper les WC dans les musées et les sites touristiques. J'avais milité pour des tables à langer obligatoires pour pouvoir justement mieux accueillir les familles et les bébés. On aura l'occasion d'y revenir dans une des questions qu'on va aborder ensemble. Alors, comment vas-tu, Jen, ce matin? Ça va bien, merci. Et toi? Mais écoute, très bien, ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors, sache, Jen, que dès que je parlais sur les réseaux sociaux de faire un épisode sur les bébés au musée, on me disait quasiment à chaque fois sur Instagram, Claire, contacte Jennifer de Weird Family. Voilà, c'était un impératif, il fallait absolument que je parle des bébés avec toi. Tu es la référence, Jen, sur les bébés au musée et je sais que tu as publié plusieurs articles d'ailleurs sur cette thématique et d'ailleurs je les ai découverts en préparant cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jen, peux-tu s'il te plaît te présenter avec tes propres mots? Quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime et en particulier ton rapport avec les bébés au musée? Oui, bien sûr. Alors, je tiens tout d'abord à te remercier pour l'invitation. Ça va être un petit peu la minute fan 2, mais donc je suis vraiment honorée d'être parmi les invités, parce que c'est un podcast que j'aime beaucoup et ton compte Instagram également, je le trouve vraiment frais, fun et juste avec cette Merci, petite pointe de pop culture que j'adore. Donc, vraiment un grand merci. merci à toi. Alors donc oui, je suis Jennifer Février, je suis chargée de communication et chargée de médiation pour le public famille, jeunesse, tout petit et personnes en situation de handicap à l'Artothèque de Caen. Je travaille également en freelance sur la conception de médiation et conseils pour ce même type de public. Je fais partie de l'association Montmartre depuis 2014. J'ai notamment collaboré pour l'écriture des guides de survie au musée pour les ados et les enfants, pour aussi les musées aux jeux. Et j'ai rédigé donc le guide pour aller au musée avec bébé. Donc l'art c'est un peu ma passion, mais je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Le coup de foudre il est arrivé durant mes années de lycée. Donc j'ai eu vraiment l'impression de découvrir un monde, d'aller au-delà des tableaux, découvrir un peu leurs secrets. Et c'est vraiment cette impression que j'essaye de faire ressentir au quotidien par mon métier et aussi notamment sur les réseaux. Donc, parce que j'ai donc un blog qui parle de cette ouverture en famille à l'art par le biais donc, de lecture, de do it yourself, d'expériences au musée en famille, qui s'appelle Weird Family et qui donc vise autant les professionnels que les parents. Tout à fait. Voilà, donc je suis sur les réseaux du même nom. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode pour que les auditeurs puissent te retrouver facilement. Et puis, je suis maman de 3 enfants. Alors pourquoi je le précise? Parce que c'est important pour moi. La parentalité, ça se mêle vraiment à mon métier, c'est vraiment imbriqué dans ma vie. Devenir parent, enfin être parent, parce que c'est vraiment de la formation continue d'être parent. C'est ça. Ça a fait de moi vraiment une meilleure médiatrice. J'ai aussi été présidente de crèche parentale, donc toutes ces expériences au niveau de la parentalité, eh bien, ça m'a donné une sorte de rôle de pivot entre la culture et la parentalité. Et vraiment, je m'en sers tous les jours pour donc pouvoir aller vers les parents pour leur donner envie d'aller au musée avec leurs enfants, mais juste de découvrir l'art avec leurs enfants, même à la maison, et puis du côté aussi des pros. Ok, merci Jen pour cette belle présentation avec tellement de valeurs qui résonnent dans mon petit cœur de muséographe, de scénographe, mais aussi de jeune maman. Comme toi, je fais partie de la même team jeune maman muséovore. Tu le sais, mon petit Martin a 2 ans et demi et dès les premiers mois, je l'ai emporté dans mon petit porte-bébé pour visiter les musées et les sites touristiques en France et à l'étranger. Bon, j'ai dû un peu me calmer avec le contexte qu'on connaît. Et ce que je retiens en fait de cette aventure, que c'était justement une sacrée aventure, notamment en France. Donc on se retrouve souvent
en tous les cas, moi, c'était mon cas, à changer son petit père par terre, à chercher une chaise haute à la cafette du musée. On nous regarde un peu bizarre avec le porte-bébé et les gazouillis dans les salles où on marche, voilà, un peu, d'un pas silencieux. Alors, quand je suis allée justement au Danemark, c'était donc à l'été 2019 avec Martin qui n'avait pas encore 1 an. C'était tellement en fait une évidence au Danemark de venir au musée avec son bébé. Là-bas, les musées ont même des petits parkings à poussettes avec les petits traits, bah, comme pour les parkings de supermarché, mais version, version poussette, pour laisser la nôtre et prendre justement la poussette logotypée du musée qui est adaptée en fait au revêtement du sol. Donc il y a vraiment des équipements qui sont faits pour les familles. On trouve des tables à langer, des zones famille pour manger, pour se reposer, pour allaiter, pour les biberons, vraiment un confort 100%. Bref, un autre monde en tout cas par rapport à ce que j'ai pu découvrir en comparaison en France. Donc je ne sais pas si c'est une situation isolée ou une généralité. On va creuser un petit peu tout ça ensemble. Mais voilà, peut-être que c'est des choses que toi-même tu as connues dans tes visites de jeune maman au musée Auvore. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que les pays nordiques, ils sont en avance, pas que au niveau du musée, vraiment au niveau de la parentalité. Et évidemment, ça se ressent à tout niveau de la société, donc notamment quand ils accueillent des enfants au musée. C'est vrai que c'est très compliqué en France. Alors, ça a évolué. Moi, j'ai remarqué ça donc, lors de mon premier congé maternité, il y a plus de 12 ans, donc ça commence à faire. Et oui, j'ai voulu profiter de ce congé maternité pour aller au musée avec mon bébé à des moments où il n'y avait pas grand monde. Et je me suis retrouvée face à, voilà, comme tu disais, pas de table à langer, grosses difficultés. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment du travail à faire et que je me suis impliquée dedans. C'est difficile aussi quand on va, par exemple, aussi en fratrie. Voilà, quand on a l'impression... Tu sais, cette impression que quand on était au collège et qu'on allait avec notre sac à dos dans les supermarchés et que le vigile nous suivait, vraiment d'être fliqué et d'attendre le moment comme si on allait voler quelque chose. Là, j'ai l'impression des fois qu'on nous regarde en tant que parents, que les enfants sont des catastrophes ambulantes et qu'ils attendent le moment où ils vont toucher. Donc ça, c'est un sentiment, quand on le ressent au musée, on n'a pas envie de revenir en fait. On ne se sent pas bien accueilli. Ouais, c'est une petite hostilité peut-être indirecte, hein, mais dans Ouais. tous les cas qu'on ressent en tant que parents accompagnant les enfants. Tout à fait. Alors, est venu le moment que tu redoutes peut-être un peu, le défi que je lance à tous mes invités du podcast, le défi Fast and Curious, avec mon super accent anglais. Alors, est-ce que tu connais le principe, Jen? Oui, j'ai découvert dans les précédents podcasts invités. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, alors l'objectif c'est de te proposer 2 possibilités et tu choisis le plus vite possible avec ton cœur, sans réfléchir. Et bien sûr, on est sur des choix un peu compliqués parfois, un peu cornéliens. Alors, c'est parti. Premier choix cornélien, tu es plutôt musée scientifique ou musée d'art? Oui, cornélien. Euh, non. Surtout pour les enfants quand tu Alors, les évidemment, avec accompagnes. des enfants, je serais plutôt côté scientifique parce qu'ils ont compris que c'était dans la manipulation qu'ils allaient pouvoir vraiment découvrir et apprendre. Mais définitivement, musée d'art, je crois. Alors, j'ai toujours ce petit côté de challenge. C'est ce qui m'a fait aussi pencher du côté de l'art contemporain, dans lequel je travaille tous les jours. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que les musées d'art s'inspirent des musées scientifiques. Oui, complètement. Et c'est vrai que les muséums aussi sont super sympas avec les enfants Ouais. aussi, hein. Mm. Alors, deuxième question. Tu es plutôt musée fun ou musée éducation? Ah bah, musée fun, directement au musée fun. Non, non, C'est vrai? ah ouais, pour moi, s'amuser, c'est apprendre sans le voir. Donc, non, non, musée fun. Ok, musée fun. Tu es plutôt musée en couple ou en famille? Musée en famille. J'ai fait très peu de musées avec mon mari. Ouais, ouais, C'est ouais. vrai? On en a fait quelques-uns, mais on a eu nos enfants assez rapidement. Et j'en arrive presque à m'ennuyer quand je vais seule au musée. Je préfère y aller avec mes enfants parce que j'adore découvrir par rapport
par le prisme de leur À ce regard, qu'ils ouais, regardent, et oui. leurs commentaires. Oui. Enfin voilà, des fois dans un musée qui n'est pas fun, avoir mes enfants avec moi, eh bien c'est ce qui fait devenir le musée fun en fait. Oui, complètement. Bah, c'est vrai que moi j'aime bien visiter seule, mais je préfère aussi visiter accompagnée parce qu'en fait, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus Ouais. partagé. On va voir des choses que l'autre, bah, qu'on n'a pas forcément vues, que l'autre Mm. nous montre, et cetera. Et je trouve que l'interaction entre visiteurs, c'est vraiment ça qui fait que l'expérience, elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus, émotionnelle, conviviale, et cetera. Ouais, Complètement d'accord. ouais. Alors, dernière question, tu es plutôt visite guidée pour les bébés ou atelier pour ces petits visiteurs en herbe? Alors je serais plutôt pour les ateliers. Parce que c'est vrai que visite guidée avec les enfants, avec les tout petits, le mot guider m'embête un peu parce que guider un tout petit, c'est compliqué. J'aurais plutôt tendance à dire accompagner. Ils ont une circulation un Ah peu oui, aléatoire. on va pas les guider, ils Le font ce qu'ils veulent en fameux. fait. Donc il y a pas. C'est ça. Donc plutôt accompagner. Je préfère les ateliers parce que ils ont un endroit déterminé où ils sont sécurisés et ils vont pouvoir vraiment découvrir à leur rythme. Parce que si on a par exemple des ateliers où on va avoir, je sais pas, un enfant de 9 mois et un enfant d'un mois, d'un an et demi ou 2 ans, ils vont pas du tout découvrir pareillement et pas à la même vitesse. Et du coup d'avoir voilà, un atelier, ça permet de faire quelque chose en liberté, vraiment en autonomie. Ouais. En liberté. Et plus Oui, personnalisé aussi en fonction des tranches d'âge, et cetera. Ce qui est quand même essentiel et primordial pour tout ce qui est jeune public et encore plus les tout oui, petits bah, aussi. dans la parentalité, par exemple, au niveau de la motricité, on parle de motricité libre pour faire en sorte que ce soit les enfants qui découvrent leur corps, qui apprennent à se retourner, à se mettre à quatre pattes. Et dans l'idée d'atelier, je trouve qu'il y a vraiment ça de la liberté de pouvoir aller dans un sens ou dans un autre pour découvrir et expérimenter tout en sécurité plutôt que la visite guidée qui aurait tendance à emmener les enfants sur différents points où voilà, il y aurait moins ce côté liberté. Bravo Jen, pas facile ce challenge. En tous les cas, t'as pas trop hésité, je trouve. C'était plutôt clair. Alors merci d'avoir joué le jeu avec moi pour introduire le sujet. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité. Quand on dit bébé et tout petit au musée, on parle de qui au juste? Alors, on parle en général de la petite enfance pour les enfants qui sont de 0 à 6 ans. Ensuite, donc voilà, c'est plutôt de la naissance à l'entrée au CP. 6 ans en structure muséale, c'est ce qu'on appelle, nous, les enfants lecteurs. Souvent, on a les livrets-jeux qui sont à partir de 6 ans, donc pour ces enfants lecteurs qui vont pouvoir faire ces livrets-jeux en autonomie. Et souvent un peu moins d'offres d'ailleurs pour les publics non lecteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce distinguo-là hein, quand on fait une offre pour le jeune, ce qu'on met dans la grosse catégorie jeune public. Hein. Oui, le jeune public, concrètement, ça commence dans les structures plus rarement à 4 ans, mais sinon c'est 6 ans. Ce qui donne en fait inconsciemment aussi aux parents ce qui donne inconsciemment l'idée que les musées ne sont pas ouverts au moins de 6 ans, puisqu'on se dit même visite famille, souvent c'est pareil, c'est à partir de 6-7 ans, en dessous c'est plus rare. Donc voilà, on se dit, bah, alors si c'est ouvert qu'à partir de cet âge, c'est qu'avant c'est pas pour eux. Complètement. Et donc, avant 6 ans, on parle donc d'enfants non lecteurs. Alors, à l'intérieur des 0-6 ans, on peut distinguer aussi deux phases. On a les 0-3 ans, qui a là est l'âge préscolaire, et puis on a les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, qui correspond à l'âge de l'entrée en maternelle, où les enfants vont découvrir la vie en communauté et les règles de vie en communauté, ce qui devient aussi plus pratique si on met des médiations pour les 3-6 ans, c'est qu'ils commencent à avoir 2-3 règles, et c'est, on va dire, plus facile pour les médiateurs. Ok, merci pour cette précision parce que c'est vrai qu'on nage un peu dans un flou artistique hein, parfois quand on parle de jeunes publics, de petits, de bébés. Ouais. Ok, deuxième question que j'avais envie de te poser Jen, c'est pourquoi les bébés ont aussi justement le droit de venir au musée? Donne-nous ton point de vue là-dessus. Alors quand on parle de culture, on pense très rapidement à la culture pour tous et toutes. Et la culture pour tous et toutes, pour moi, doit inclure tout le monde, donc les bébés. Hey. Donc fermer la porte aux parents et donc aux bébés,
c'est fermer la porte à des personnes qui pouvaient avoir une habitude muséale auparavant. Donc, ouvrir au bébé, c'est accompagner ses parents dans une nouvelle façon de visiter le musée en famille. C'est aussi fermer la porte potentiellement aux autres générations. Parce que les bébés, donc ce sont la génération alpha, mais si on ferme la porte aux bébés, eh bien on va fermer la porte possiblement aux fratries, donc aux frères et sœurs qui vont être génération Z et Y, et puis les parents génération X, et puis aussi les générations du baby boom, les grands-parents, qui, s'ils ont envie de se faire toute cette grande famille une visite le dimanche, eh bien ils vont être un peu arrêtés parce que justement les tout petits ne sont pas bienvenus au musée. Oui, et puis même si on extrapole, ça peut être aussi les assistantes maternelles, etc., tout le milieu de la petite enfance. Et moi, je sais que, par exemple, moi, le groupe des nounous, en fait, de mon fils, ils étaient 12 et ils se sont fait refouler dans un des grands musées des Hauts-de-France parce que justement, on leur a fait gentiment comprendre que des bébés en dessous de 3 ans n'avaient rien à faire dans ce super musée des Hauts-de-France et elles se sont fait refouler. Oui, les bébés font peur. C'est ça. Donc c'est vrai, que peuvent-ils faire là? Cette question de l'intergénérationnalité, elle a été développée par exemple au Louvre-Lens. Il y a quand même des musées qui prennent vraiment le problème à bras-le-corps et qui, eux, offrent un rendez-vous qui s'appelle l'art d'être grand-parent, où là, un médiateur va donner des trucs et astuces pour aller au musée avec ses petits-enfants. Donc vraiment, là, on va inclure toute cette intergénérationnalité, ce qui est vraiment super. Pour moi, c'est important parce que le bébé, c'est le visiteur de demain. Véritablement. Et moi, j'aurais une question dans la question, c'est pourquoi les bébés sont évincés? Alors, je dis qu'ils font peur, mais c'est presque... En fait, c'est parce qu'il y a vraiment une méconnaissance de ce public. Pour illustrer cela, j'ai vu une phrase qui m'a vraiment interpellée sur un compte Instagram qui s'appelle « Garde tes conseils ». Et donc c'est un compte qui recense les conseils que l'on peut recevoir lorsque l'on est parent, des conseils qui ne sont pas forcément les bienvenus. On a foule de conseils quand on est parent et on n'en a pas forcément besoin. Et donc ça disait que en gros ça ne sert à rien d'expliquer à un bébé parce qu'à cet âge-là c'est un peu comme des chiens. Mais c'est vraiment ça qu'on peut ressentir quand on veut mettre en place des médiations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une méconnaissance et on pense qu'avant que les bébés parlent, ça sert à rien. Ça mange, ça dort, ça fait caca, c'est tout. Et c'est vraiment cette méconnaissance qui va faire qu'on ferme la porte et on dit on va attendre qu'ils soient un petit peu plus grands et qu'ils comprennent. Alors c'est vrai qu'en termes de capacité motrice, les enfants sont limités. Alors ça, on ne peut pas le nier. L'enfant humain, c'est le seul mammifère qui est aussi peu développé à sa naissance en motricité. Quand on voit un zèbre qui naît, au bout de quelques minutes, il faut qu'il se mette sur ses pattes et puis qu'il parte très vite, sinon ils vont se faire manger. Voilà, donc nous, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais si on se penche sur le cerveau des enfants, sur le cerveau des tout-petits, là, on a vraiment des connaissances en sciences cognitives qui se sont développées ces dernières années. Et c'est comme ça qu'on va voir que les tout-petits, c'est un champ des possibles magnifique et qu'on ne doit pas fermer la porte à ça, vraiment. Et pour illustrer ce propos, je voudrais citer quelques mots de Céline Alvarez qui, dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », donc, fait la comparaison du nombre de connexions neuronales entre le cerveau et Internet. Alors, donc, elle dit « Nous aurions a priori tous tendance à penser que le réseau Internet mondial possède bien plus de connexions que le cerveau de l'enfant et de l'adulte. Et pourtant, Internet possède environ 100 milliards d'hyperliens. Donc, c'est la connexion entre deux pages. Le cerveau de l'adulte en possède environ le triple, soit 300 milliards. L'enfant, lui, en possède 10 fois plus que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions de neurones. Il faut savoir en fait qu'un enfant, chaque seconde, fait 700 à 1000 nouvelles connexions neuronales. Donc ça montre bien que vraiment cette plasticité cérébrale, il faut en faire quelque chose. Et c'est également par le biais de ces médiations qu'on va pouvoir mettre en place, de l'accueil des tout-petits. On va faire un moment de partage en famille et ça va ancrer cette habitude dans les neurones, dans le cerveau de l'enfant, cette habitude familiale, cette habitude qui va devenir une habitude de parentalité, voilà, et bien qui va faire qu'on va avoir les visiteurs de demain. Voilà, on va savoir les convaincre dès le plus jeune âge.
Troisième question. Comme moi, Jen, tu milites pour que les tout petits, les bébés, aient une vraie place au musée. On l'a compris justement avec toutes ces démonstrations avec preuves scientifiques à l'appui. Quels sont tes conseils, Jen, pour faciliter leur venue? Que doivent prévoir les services des publics, les gestionnaires d'équipements pour les accueillir convenablement? Donne-nous un petit peu tes petits tips et ta checklist family, bébé friendly. Alors, déjà pour accueillir un tout petit, il faut penser qu'on accueille les parents. Et donc, on va essayer de faire en sorte de faciliter la vie du parent, parce que plus on a un enfant petit, plus on se déplace avec des affaires. On doit penser à tous les possibles et inimaginables. Et là, je pense à mon coffre de toit. Voilà. Mon coffre qui ressemble à un Tetris quand on part quelque part. Que ce soit en vacances ou en sortie, on a l'impression d'emporter sa maison entière. C'est ça. Le tout petit est un grand au cas où. C'est ça. Donc, ça va être vraiment, avant la visite, préparer vraiment les parents et qu'ils aient toutes les informations nécessaires. Donc, ça soit, est-ce qu'il y a un parking à proximité ? Est-ce que le musée ou le site accepte les poussettes ou prête des poussettes ? Ou est-ce qu'il faut plutôt prendre un porte-bébé si les poussettes ne sont pas possibles ? Est-ce qu'il y a une cafétéria ? Tu parlais de chaises hautes tout à l'heure. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut se poser avec son bébé pour lui donner à manger ? Est-ce qu'il y a une table allongée ? Oui, et dans quelle toilette ? Chez les papas ou les mamans ? Alors voilà, les toilettes. Pour voir qui va s'y coller pendant toute la journée. On le sait très bien, s'il y a une table allongée, ça va être chez les mamans. Donc, oui, c'est souvent le cas. Malheureusement. Donc, en France, en tout cas. S'il y a déjà une table allongée, moi, j'avoue que mon mari, il va chez les toilettes des femmes pour changer le bébé. C'est du militantisme. Oh oui, complètement. Le mien fait pareil. Mais s'il y en a déjà une, c'est déjà pas mal. S'il y en a dans chacune des toilettes, j'avoue que c'est le must. Là, on arrive à un niveau super. Et ensuite, ça va être plutôt dans la communication au sein de l'équipe. C'est vraiment, en fait, quelle politique d'accueil des familles on va avoir au sein de l'équipe. C'est vraiment discuter parce qu'on va pouvoir avoir au sein d'une équipe différents points de vue au niveau des parents, de la parentalité ou de l'accueil des enfants. Et vraiment là-dedans, le maître mot qu'il faut mettre, c'est la bienveillance. Vraiment, ça va pouvoir désamorcer des problèmes en amont. Par exemple, s'éviter une mauvaise presse si une maman allaite un enfant dans une salle, et puis est rabroué par une personne du musée, voire si un surveillant de musée voit une maman justement se faire rabrouer par un autre visiteur parce qu'elle est en train d'allaiter son bébé. On a en ce moment l'actualité qui montre qu'une maman s'est pris une gifle en pleine rue parce qu'elle allaitait son bébé. Donc voilà. Ça, c'est vraiment en parler. Alors nous, à l'Artothèque, on a eu le cas, on a eu une maman qui s'est mise donc près de l'accueil à allaiter son bébé. On est allé la voir pour lui proposer de monter parce qu'elle était sur un pauvre banc, dans un courant d'air, la pauvre. Et donc, on lui a proposé les fauteuils qu'il y avait à l'étage pour qu'elle soit bien sereine, plus confortable. Mais c'est une proposition. Elle pouvait, si elle était déjà bien et que bébé était déjà en train de bien téter, qu'elle ne se bouge pas, nous, ça nous gêne pas, c'est normal. Donc vraiment, parler de tout ça, et puis on parlait du côté un peu flicage tout à l'heure, et bien miser sur la pédagogie. Vraiment, un sourire, un accompagnement. Oui. J'avoue que nous, on est allé faire le musée de Pompidou-Metz, et on a eu vraiment une surveillante de salle qui est venue vers nous dans les sculptures de Giacometti, et c'était génial. Elle nous a partagé son expérience, ce qu'elle voyait dans la journée à hauteur d'enfant. Elle s'est mise à la hauteur de mes enfants et c'était un moment de partage vraiment sublime. Donc vraiment bienveillance et partage et pédagogie, les maîtres mots pour accueillir les familles et les tout petits. Et enfin, je dirais bien se former. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent la méconnaissance qui fait qu'on ferme la porte aux tout petits ou aux familles. Donc voilà, ne pas hésiter à se former, en médiation notamment, parce que c'est un public exigeant. Faire des médiations à la destination de ce public, moi je compare ça un petit peu à faire du stand-up. Quand on fait du stand-up, on sait à peu près les blagues qu'on va faire, mais on ne sait pas où est-ce que le public va nous entraîner. Eh bien là, avec les tout petits, c'est la même chose. Très aléatoire, on peut faire chou blanc. Ils vont avoir... Oui, tout à fait.
Exactement. Et puis, ils vont avoir des réactions qui vont peut-être nous étonner. Donc, comprendre ce public, c'est être à même de réagir à toutes les réactions et pouvoir accueillir en fait leurs émotions quand ils vont être au musée. Et puis, oser. Voilà, faut oser ouvrir les portes aux bébés, aux familles. On se trompe, c'est pas grave. On apprend. Et puis, le but final, c'est que, on puisse accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Ok, très bien. Donc, si on résume un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent, donc le premier point, checklist baby friendly, c'est avant tout de l'équipement, de la communication pour Oui, justement tout à fait. faciliter la venue des accompagnants avec un ou plusieurs enfants de différents âges. Ensuite, c'est de la bienveillance, c'est ce que tu nous as dit. Et ensuite, de la Mhm. formation finalement Oui. pour les personnes qui travaillent dans les structures pour pouvoir accompagner et adapter la médiation et leur attitude et leur médiation pour ces petits visiteurs, vraiment se mettre à leur hauteur, proposer de la spontanéité, ouvrir un petit peu leurs Oui. réactions, vraiment s'adapter à leurs émotions, à tout ce que ces petits visiteurs peuvent faire et comment ils peuvent réagir et vivre justement le musée. C'est ça un petit peu ta checklist. Mhm. Exactement. Ok, merci beaucoup pour tes conseils du coup. Et j'avais envie d'achever ce podcast, Jen, avec le partage de beaux exemples inspirants qui donneront des idées aux auditeurs et auditrices qui ouvriront un peu leur chakra pour justement accueillir les bébés et les tout petits au musée. Présente-nous s'il te plaît des initiatives inspirantes, ton petit best-of et notamment ton petit best-of pour les sorties estivales puisque les vacances arrivent bientôt. Oui, tout à fait. Alors voilà, on n'a pas de tableau noir, il y a des belles initiatives en France et ailleurs. Donc là, ça va être la possibilité de mettre un petit peu en lumière ce qui se fait pour les bébés. Le premier exemple que j'ai, c'est le centre d'art pour tout petit Milleforme, donc un centre d'art pour 0-6 ans à Clermont-Ferrand. Vraiment un centre d'art qui est ouvert à la parentalité et à différentes formes d'art. Donc c'est vraiment un bel exemple d'ouverture pour les tout petits. Un autre exemple, c'est le sac musette de Gassendi, donc à Digne-les-Bains. C'est les assistantes maternelles, les crèches, les parents vont pouvoir emprunter un sac gratuitement. Et à l'intérieur de ce sac, il va y avoir 3-4 activités spécialement conçues pour les tout petits. Donc des jeux de construction, des jeux de détail, de l'approche sensorielle. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on va avoir un accompagnement pour la visite en autonomie, où les parents, des fois, vont être un petit peu perdus. Donc là, vraiment, c'est un super outil. Dans le même genre, on a au Musée national des beaux-arts du Québec ce qu'ils appellent ma première visite au musée, qui est un petit peu sur le même mode opératoire que le sac musette de Gassendi. Mais là, il n'y a pas le sac, mais c'est des propositions aux parents de jeux à faire avec leurs enfants, donc toujours dans cette idée de partage et de ne pas laisser les parents un petit peu démunis. Oui, d'orientation finalement, de leur proposer un menu possible et des orientations possibles de parcours, parce que c'est vrai que parfois on arrive, il n'y a pas forcément de parcours jeune public, on ne sait pas où se diriger en fait, qu'est-ce qui est fait pour les petits qui nous accompagnent. Et justement, ce genre de petits sacs, de parcours un peu spécifiques, d'activités proposées, vont nous permettre justement de savoir quoi proposer tout simplement aux tout Oui, petits. oui, oui. Ouais, ça Et c'est puis top. ça rassure. Alors c'est vrai que moi souvent je mets en parallèle les musées et les zoos. Alors c'est pas du tout la même chose, mais une chose qui moi est importante, c'est-à-dire que les parents souvent me disent non mais moi quand je vais au musée je ne sais pas du tout quoi faire en fait, et puis s'ils me posent des questions je vais être perdue. Et moi je leur dis bah écoutez, moi quand je vais au zoo je suis pareil, parce que autant dans un musée c'est mon élément, autant au zoo je n'y connais rien aux animaux et tout, et je suis dans cette incompréhension. J'ai un petit peu peur que mes enfants me demandent ce que mange tel ou tel animal parce que je n'en sais strictement Oui, rien. avec la question des pourquoi. Voilà, mais souvent dans le musée on a plus peur de dire bah non je ne sais pas, que aux autres dire bah non je ne sais pas ce qu'ils mangent, le orang-outan,
je ne sais pas. Donc c'est vrai que Mhm. ces petits sacs, ces petites initiatives au musée, eh bien, ça permet d'être plus serein. Oui, nos petites bouées de secours. Et un parent serein, c'est un enfant serein. Complètement. Ouais, complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. Une initiative que j'ai vue aussi, c'est au musée d'art moderne d'Oslo. J'ai bien Mhm. aimé parce que, alors c'est pas vraiment à direction des bébés, c'est plutôt un rendez-vous qui s'adresse aux parents qui sont en congé maternité ou parentalité. C'est une visite qui est proposée donc pour les parents avec les bébés, mais le médiateur s'adresse surtout aux parents. C'est plus pour dire un peu, on n'est pas que des parents. C'est vrai que quand on est en congé maternité ou parentalité, des fois, on trouve qu'on on n'a plus vraiment de... On n'a plus vraiment d'identité Oui, propre, oui. et je trouvais cette initiative vraiment chouette de dire, bah oui, maintenant vous avez un bébé, c'est un peu comme quand on a des enfants, c'est un peu, on évolue comme un Pokémon de base qui évolue, voilà. C'est ça. Mais voilà, on reconnaît quand même que vous êtes une personne et on va vous parler en tant que personne. Et ça, je trouvais vraiment ça chouette de profiter de ce moment avec son bébé qui va pouvoir faire la sieste ou juste être là à regarder pour bien en apprendre un petit peu plus et puis être avec des personnes qui ont du vocabulaire Oui. aussi. Puis ça permet aussi, j'ai bien aimé parce que ça permet de rompre un peu cet isolement, cette solitude qu'on peut avoir quand on est toute la journée avec son bébé. Oui. Et puis je finirai avec une initiative que je connais bien, puisque c'est ce que moi j'ai mis en place depuis 2018 à l'Artothèque. Ce sont ce qu'on appelle des ateliers comptés et signés bébés. Donc je pioche dans la collection de l'Artothèque qui compte maintenant 4000 œuvres, je pioche une dizaine d'œuvres. À partir de ces œuvres, j'écris une histoire avec une petite mascotte. Et puis, j'y adjoins des comptines ou des comptines à doigts et des signes de la langue française des signes. Alors, je dis signer bébé parce que la LSF, c'est une culture avec une grammaire, tout ça. Donc, c'est pas du tout la même syntaxe. Donc là, c'est plus, je pioche des signes. Et ce qu'on appelle le signer bébé, c'est utilisé en crèche, en parentalité, pour ce qu'on appelle la période préverbale. Et ça permet une meilleure communication parent-enfant. Mhm. Et puis là, dans l'atelier, eh bien, ça permet d'animer aussi les doigts. Les mains et voilà, c'est vraiment fondé sur la sensorialité des enfants. Donc on va chanter, on va avoir une histoire, une mascotte, tout ça dans une vingtaine, trentaine de minutes, ça dépend des familles. Et il va y avoir vraiment un partage qui se crée entre les parents, les enfants et moi. C'est vraiment quelque chose qui est super. Les comptines, ce sont des comptines que les parents connaissent, vraiment pour découvrir autrement les œuvres d'art. Et puis, c'est aussi donner quelques petites clés parce que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir refaire au musée. C'est-à-dire voir un tableau et se dire « Ah bah tiens, tu vois, il y a un bateau, et ben on va chanter Petit navire » ou choses comme ça. Donc voilà, c'est pour les 0-3 ans et ça marche super bien. Ok, super. Alors du coup, si je résume un peu ton best-of pour cet été, l'Artothèque de Caen, bien sûr, il faut bien prêcher Oui. pour sa paroisse. Exactement. Ensuite, on avait le Louvre-Lens un petit peu en amont de l'épisode. Oui. On avait aussi Clermont-Ferrand, c'est ça? Oui, avec le musée Mille Formes. Tout à fait. Ensuite, on avait un peu plus loin à Oslo, si les personnes veulent aller un petit peu plus loin cet été. Et il me reste aussi un autre exemple en France que tu nous avais dit, c'était à Digne-les-Bains. Oui, le musée Gassendi. Voilà, le musée Gassendi. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce petit best-of estival. Mille merci Jen d'avoir partagé ton expertise bébé au musée dans le podcast. C'est un sujet vraiment tellement important, je trouve, pour adapter toujours plus les sorties culturelles, que ce soit les musées, mais aussi les autres structures culturelles aux familles. Merci infiniment pour ça. Je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio pour ceux qui veulent en apprendre plus sur toi et tous les liens que tu m'as fournis avec ce best-of estival bien sûr pour que les auditeurs puissent retrouver ces idées de sortie facilement et continuer à partager avec toi bien sûr. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, maman, musée au bord, on ne les oublie pas, une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre et prenez
emmenez vos bébés au musée, on insiste avec Jen, au château, dans les abbayes que vous allez visiter cet été. Belles vacances muséales et patrimoniales en famille.